Rebonsoir à tous, on se retrouve chez Louise avec le Radiocote et on va maintenant parler de si les lobbies sont un frein à la démocratie. Donc pour nous présenter cette chronique, on est avec Émile du Radiocote. Hello. Et Lou. Excuse-moi, j'ai pas sorti mes notes, je suis vraiment nulle. Bienvenue Lou. Et on a également pour nous accompagner Émilie du Radiocote qui est encore une fois. On fait la paire. Bonjour la team. Ouais. Bonsoir. Je vous écoute, je vous laisse introduire votre sujet. Eh ben, du coup, le sujet de cette chronique-ci, c'est est-ce que les lobbies sont une menace pour la démocratie ? Et on s'était dit que c'était intéressant de commencer par du coup un exemple actuel qui est Huawei. Je suis pas exactement sûre de comment ça se prononce, mais donc qui est visé par une enquête sur de corruption au Parlement européen et qui serait accusé d'avoir notamment versé des pots de vin ou d'avoir fait des cadeaux un peu trop généreux, style restaurant, voyage, match de foot, etc. à certains parlementaires. Oh, et même pas leurs employés, quoi. Ils sont malins. Non, justement, parce qu'en fait, Huawei, l'entreprise est visée par certaines restrictions en Europe, notamment pour leur installation d'antennes 5G, etc. Je ne vais pas aller dans les détails. Ils sont complètement bannis aux États-Unis, il me semble. Si je ne me trompe pas, ils ont complètement banni leur infrastructure. Comme c'est un acteur chinois, dans la télécom, du coup, il y a tout ce qui est sécurité des informations qui est un peu critique dans la guerre entre la Chine et les États-Unis. Du coup, ils ont complètement banni toutes les infrastructures Huawei. Mais globalement, je sais pas du tout si vous avez des chiffres, mais en termes de ressenti, moi j'ai l'impression que je vois beaucoup moins de gens qu'avant autour de moi qui ont des Huawei. Genre, je sais pas si les chiffres de vente ont diminué en Europe, mais... J'en ai aucune idée. Il y avait une hype, genre en 2014, moi je me souviens, mon premier téléphone tactile, c'était un Huawei. Mais le truc, c'est que les prix étaient hyper attractifs, quoi. Oui, j'avais économisé, j'étais trop fière. Puis ça a disparu du marché, j'étais là, bon, tant pis. C'est surtout Apple et Samsung qui dominent le marché par leur qualité, etc. Émile, t'as quoi comme téléphone, toi ? Moi, j'ai un Nothing Phone. J'allais dire, tu as ni un Samsung ni un Apple. Non, c'est une marque dérivée des créateurs de OnePlus. Donc voilà, mais c'est indien en gros. Ok. Satisfait ? Ouais, grave. Tant mieux, c'est le principal. Mais en vrai, Huawei, là c'est parce que c'est l'actualité, mais il y a déjà eu plein d'histoires comme ça de corruption au Parlement européen. Il y a quelques années, il y a 2 ans déjà, 2023. On est vieux. Le temps passe vite. Je sais pas si vous aviez suivi l'histoire de Monsanto et du glyphosate. Ouais. Ah, pas du tout. Glyphosate qui du coup était interdit dans l'Union européenne. Et qui, l'interdiction était jusque 2023, décembre 2023. Et du coup, pour faire en sorte que ce soit réautorisé, Monsanto avait fait plein de lobbying, de pression sur les parlementaires pour que ce soit réautorisé. Et en fait, ce qui avait fait un peu scandale, c'est qu'ils avaient eux-mêmes écrit des études, donc l'entreprise avait écrit eux-mêmes des études, en disant que le glyphosate n'était pas cancérigène, et en fait ils les ont fait signer par des chercheurs indépendants. Ils ont payé pour signer, quoi. Oui, c'est ça. Et donc bon, là ça touche pas les parlementaires directement, mais c'est une forme de lobbying qui est un peu, du coup, c'est pas lié à corruption, puisque du coup ils donnent pas de l'argent à des décideurs directement, mais ça fait quand même un peu débat sur la manière éthique de le faire. Et finalement, c'est la Commission européenne et l'Autorité européenne de la sécurité des aliments, parce qu'il y a plein d'agences européennes pour chaque petit détail, qui entourent la vie des Européens, qui finalement a décidé de réintroduire le glyphosate, de l'autoriser en tout cas dans l'Union européenne, qui jugeait non cancérigène, alors que justement la grande instance de recherche sur le cancer mondial avait dit qu'il avait classé dans cancérigène probable. Et, d'ailleurs, glyphosate, j'ai l'impression que c'est le truc... Le nom fait peur, en tout cas. C'est pour la tonte des jardins, rien à voir. Non, c'est pour l'agriculture, c'est un herbicide. Oui, c'est ça. Ouais, et qu'il y a des femmes enceintes qui ont eu des bébés mal formés, c'est ça, le glyphosate. Non, et ça, c'est peut-être le Roundup. Je suis pas sûre de ce que je dis. Donc, c'est un herbicide aussi qui a causé ce dont tu parles, mais je sais pas si c'est le glyphosate lui-même. Ok, ça va. Il me semble que c'était Rachel Carson à l'époque, une activiste qui a été la première à tirer la sonnette d'alarme sur tout ce qui est pesticides,
un pacte cancérigène, qui est d'ailleurs décédée d'un cancer elle-même. Il y avait eu toutes ces histoires comme quoi ils avaient aspergé des villages de glyphosate pour prouver qu'en fait c'était pas cancérigène du tout. Où il y a même un gars, je crois, qui en a bu et en fait il est mort. Sympa la technique. Ouais. On dirait Trump qui dit de boire du gel hydroalcoolique. Et il y a des gens qui croient ce que les gens disent. Donc, oui, c'est ça, mais c'est fou. Bah, c'est la meilleure mentir, technique, ça fonctionnera toujours. Hein. Mais comme quoi, il y a quand même eu plein de preuves scientifiques et un peu empiriques aussi qui ont montré que ces trucs-là c'était complètement cancérigène. Et effectivement, comme tu dis, il y a des acteurs derrière qui disent on va mettre de l'argent, on va faire pression sur les gens ou leur donner ce qu'ils veulent, un peu comme les matchs de foot à l'instant là. Et au final, ils arrivent à leur fin, puisque l'Europe qui classifie ça comme non cancérigène, alors que les OGM qui techniquement sont juste une modification génétique sans pour autant avoir d'incidence sur le taux de cancérigène de ces OGM, entre guillemets, ils disent ah bah non, c'est le démon. Donc c'est juste pour dire qu'ils n'ont pas vraiment leur priorité. Ils savent où mettre l'argent, quoi. Ouais, voilà. Il faut en avoir pour savoir où le mettre aussi. Ah ouais. Et ceux qui en ont notamment, c'était le Qatar. Je reviens avec un nouvel exemple, encore une fois, au Parlement européen, parce que je me dis que c'est peut-être l'exemple qui touche le plus les gens, puisque c'est au plus près de nous. Mais c'est ce qu'on appelait le Qatargate. Donc c'était la vice-présidente du Parlement européen qui avait été touchée par ça. C'est en fait le Qatar et le Maroc qui avaient donné énormément d'argent à plusieurs parlementaires européens pour faire croire que, ou du moins améliorer leur image sur la question des droits humains, etc. Alors que bon, c'était pas toujours forcément ok. Ah oui, les ouvriers, ils ont été hyper maltraités. C'était pour mais il y en a même qui sont morts. Oui, énormément. Ah, ça, je ne savais pas. Il y en a plein qui sont morts. C'était hyper camouflé. La construction des stades pour la Coupe du Monde, il y avait des centaines d'ouvriers qui travaillaient sous 50 degrés sans qu'on leur donne à boire, etc. Il y en avait qui s'effondraient du chantier et tout. Qui tombaient des échafaudages et tout. Enfin, un délire, quoi. D'ailleurs, la photo de la saisie d'argent, elle est dans le code. Dans notre code. Tu vois, on a fait un tir à l'échambre. Oui. Et c'était le thème de l'argent, on va dire, grosso modo. Et ils ont imprimé une photo et c'était la saisie du Qatargate. C'était impressionnant. Il y avait plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ouais. Moi, j'ai juste la fiche Vive l'argent dans ma chambre. Oui, c'est vrai. Enfin, voilà. Mais oui, sinon, il y a évidemment d'autres exemples que dans l'Union européenne. L'exemple le plus parlant, un des premiers qui a fait parler du lobbying un peu dark, etc., si je peux dire ça comme ça. Un peu dark. C'était l'industrie du tabac dans les années 50 qui, encore une fois, a payé des gens pour qu'ils signent leurs papiers en mode non, mais le tabac n'a aucun lien avec le cancer des poumons, vous racontez n'importe quoi. Surtout, c'était un argument minceur avant. Non, on disait même que c'était bon pour la santé. Oui, les médecins recommandaient de fumer quelques cigarettes par jour. T'as pris un peu de poids, fumer une clope. L'argument minceur, il a un fondement, entre guillemets, c'est-à-dire que la clope, ça coupe la faim. Ouais. Donc du coup, les gens qui fument ont moins faim. Donc quand ils arrêtent de fumer, il n'y a plus cet effet, de satiété. Et donc, les gens mangent plus et prennent du poids. Mais c'est pas parce que tu fumes que tu perds du poids. C'est corrélé, mais pas... Comme ça, tous les matins. Il y a corrélation, mais pas causalité. Exactement, quoi. Voilà. Les lobbies concernant l'environnement, c'était pareil aussi. Faire croire que... Enfin, le lobby du pétrole, faire croire que l'extraction du pétrole, la raffinerie et tout ça, ça n'avait aucun impact sur le changement climatique, alors qu'ils le savaient depuis des décennies. Ils ont truqué des études, etc. Enfin, c'était énorme. Il y a eu plein de scandales, évidemment, avec Total, etc. Mais il n'y a pas que du négatif. Il y a aussi beaucoup de lobbies qui participent du coup à l'instauration de lois en faveur du climat, etc. Notamment le Green Deal, les accords de Paris, pardon. C'est notamment Greenpeace, etc. Des ONG du style qui ont poussé à ce qu'il y ait ces accords, etc. Donc, évidemment, les lobbies, on a un peu cette image sombre, etc. Mais en Europe, c'est très encadré. Il y a des lois à respecter. Il faut que les lobbies déclarent leurs activités, avec qui ils ont parlé, leur budget, etc. Et donc, ça permet d'atteindre un certain niveau de transparence. Et surtout en Europe, ça se fait surtout par les discussions, quoi. Tandis qu'aux États-Unis, c'est beaucoup d'argent. Et vas-y que je te soudoie un peu pour que tu deviennes, que tu aies une place importante au gouvernement. Et après, tu me renvoies à l'ascenseur, quoi. Donc c'est un peu plus.
C'est vrai qu'il y a les lobbies, positifs, si on peut dire ça comme ça. Après, la question, c'est ce qui est fait officiellement plutôt. Et après, il y a des choses un peu sous la table qui sont faites. Donc la vraie question qu'il faut se poser, je pense, ici dans cette chronique, c'est est-ce que les moyens qui sont mis en place pour les lobbies positifs contrebalancent ceux qui sont mis en place pour les lobbies négatifs. Donc si t'as Greenpeace qui investit 2 millions d'euros, c'est bien mignon, mais si derrière il y a je vais y arriver, ExxonMobil qui met 3 milliards par mois pour influencer les politiques européennes, voilà. 3 milliards par mois. Carrément. La solution, avoir de l'argent. Pourquoi tu parles de mon salaire comme ça, Émilie? Désolé, je voulais pas doxer. N'hésite pas à partager. Je ferai un petit virement au code citoyen. Top, merci. Oui, c'est toute une question d'équilibre et c'est justement, notamment dans les restrictions, les réglementations européennes, il y a aussi ce truc de faire en sorte que chacun ait un peu son mot à dire, etc. Parce que forcément, les lobbies du pétrole, ils ont beaucoup plus de thunes à dépenser. Je sais plus les chiffres que j'avais vus que Total dépensait par an en lobby, mais c'est astronomique. C'est ahurissant. Hein. Vraiment. Rien que dans la com qu'ils font pour se donner une image verte. Rien que ça, c'est un lobby un peu, pas officiel, mais genre auprès de l'image publique que les gens ont. C'est plus de la com en réalité, mais c'est dingue, quoi, parce qu'ils sont complètement rebrand en mode Total Energy, ça y est, on est vert maintenant. Alors qu'en vrai, c'est des gros puits de pétrole qui ramènent dans des pipelines. C'est quand même 80% de leur budget qui est dépensé dans les énergies fossiles toujours. Mais c'est des trucs tout cons, mais le fait que leur logo soit en couleur, tout ça paraît beaucoup plus sage. J'étais faire un tour sur leur site et c'est que nouvelle Pixel Next, votre énergie verte pour vos enfants, nanana, mais c'est terrifiant. Les gens ont du culot, hein. Vraiment. Chez moi, dans mon village, il y a carrément une usine, enfin pas une usine, mais bref, un truc, je sais même plus de quelle entreprise on parle. Total, voilà, et Total Énergie dans mon village. Alors c'est un petit village paumé et ça empiète, blindé. Et ça sent fort autour? Énormément. Le truc, c'est que vous voyez, en janvier, il y a eu beaucoup de brouillard, genre dans les villages, des villes et tout. Et il y a tellement de pollution dans mon petit village qu'il y avait de la neige de pollution. Oh what? Genre ça tombait, ça accrochait dans les arbres et tout, vraiment. Genre en mode c'était de la neige qui tombait un peu genre gris. Ouais. Et en fait, tout le monde faisait des stories en mode waouh, trop beau, les arbres sont tout blancs. Mais c'est de la pollution. En fait, on s'est rendu compte en sortant du village qu'il y avait ça nulle part à part dans mon village, tu vois. On dirait un peu, tu sais, le délire après les explosions nucléaires quand il y a de la neige radioactive. Bon, c'est pas aussi extrême, heureusement. Heureusement. Mais il y a tout le temps des plaintes des citoyens en mode ça sent mauvais, nanana, et ça prend à la gorge, quoi. Mais quand j'habitais en Malaisie quand j'étais gamin, et plein de fois, en fait, juste ils annulaient l'école parce qu'il y a trop de pollution. Ah ouais. C'était dangereux. Oh waouh. On n'est pas encore à ce point-là chez moi. J'espère. J'étais un peu choquée de ça. Du coup, je reviens d'un Erasmus à Turin. Et un jour, je voulais regarder, je sais pas sur la carte, et je me suis retrouvée sur la partie pollution, enfin. Oui, il y a différentes couleurs. Et en fait, je savais que c'était une ville industrielle, mais je savais pas à ce point. On est genre la pire couleur possible sur la carte. Oh, what? Et en dézoomant, en fait, il y a vraiment juste Turin, Milan, et le reste de l'Italie, c'est quasi tout vert. Et moi, j'étais en plein dans la pollution, quoi. Mais ici, de temps en temps, c'est vraiment hardcore, hein, les trucs de pollution. Le pire, c'est en Asie, je crois. Mais en fait, le délire, c'est que là où j'étais, il y avait des forêts de palmiers. Donc ils utilisent pour l'huile de palme, sauf que le bois ils en ont rien à foutre, donc ils le brûlent. Enfin, et du coup ils récupèrent l'huile, puis après ils brûlent le bois, et voilà, donc il y a des énormes nuages de fumée noire qui sortent de là, et puis juste à ce qu'on appelle le smog, où du coup le haze, pas le smog, où juste ils annulent l'école pendant parfois une semaine, et c'est de plus en plus courant d'annuler l'école, parce que juste c'est dangereux de sortir de chez soi pour la santé, même un jour, quoi. C'est sur cette note positive que nous allons vous laisser. J'espère que ça vous donne de l'espoir. Et on va s'écouter tout de suite Sailor Song.